Teple Kemit, c'est le pour Afrodidacte. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je vais aborder notamment un sujet qui est central et important dans l'émancipation culturelle de la communauté noire, du peuple kémite, comme j'ai l'habitude de le dire. Je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que sur Afrodidacte, on parle d'émancipation culturelle, mais aussi surtout d'émancipation financière de la communauté kémite, de la communauté noire dans le monde entier. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour nous rejoindre tout simplement dans l'aventure. Comme je disais il y a quelques secondes, nous allons aborder aujourd'hui le cas notamment de l'esclavage. Pour ceux qui me suivent depuis des années, savent très bien que je n'ai jamais vraiment abordé le cas de l'esclavage sur Afrodidacte, pour la simple et la bonne raison que je trouve que c'est un sujet qui avait déjà été, et qui même déjà aujourd'hui est traité, surtraité, retraité dans tous les sens. C'est un sujet qui a été abordé, discuté au moins des centaines de milliers de fois. Et pendant des années, je m'étais plus attelé à apporter un contenu, si je puis dire ça comme ça, disruptif, qui avait plus la vision de pousser les Africains à apprendre un autre aspect de l'histoire africaine, la partie grandiose, la partie qui nous pousse à nous surpasser, et non pas seulement de se focaliser sur l'esclavage, du moins européen, ou comme j'ai l'habitude de dire, l'esclavage euro-chrétien, que certains appellent aussi la traite négrière, parce que ça ne représente pas l'histoire africaine, ça ne représente qu'à peine 5 siècles. En fait, 5 siècles dans l'existence d'un peuple qui est là depuis plus de 200 000 ans, entre nous, c'est rien du tout. Toutefois, on ne peut pas nier l'impact que les différents esclavages ont eu lieu sur l'Afrique d'aujourd'hui. J'entends par là l'esclavage arabo-musulman, suivi par bien sûr l'esclavage qu'on va aborder dans les différentes suite de vidéos qui vont être publiées dans les jours à venir, qui est bien sûr l'esclavage européen. On peut pas nier aujourd'hui l'impact que cet esclavage-là a eu lieu sur les comportements des afro-descendants aujourd'hui, sur les complexes, sur la perception même de sa propre personne, la perception même de l'autre, nous-mêmes. J'entends par là la perception qu'on a des autres Africains, etc., etc. On peut pas nier cette réalité-là. De ce fait, je suis parti du principe que je devrais, et je pense que c'est plus qu'un impératif aujourd'hui, aborder ce sujet-là sur la chaîne Afrodidacte, mais non pas de façon, je vais dire, comme j'ai l'habitude de faire, juste apporter une réflexion comme ça et pousser tout le monde à réfléchir. Non. Aujourd'hui et durant les jours qui vont venir, je vais vous proposer plusieurs vidéos, plus d'une dizaine de vidéos qui durent à eux seuls plus de 5 heures, et plus même d'ailleurs, concernant principalement le cas de l'esclavage européen, ce qu'on appelle généralement la traite négrière. Parce que pour moi, je pense que c'est un sujet qu'il faudrait qu'on aborde sérieusement sur la chaîne Afrodidacte, qu'on en débatte. Et puis surtout, le contenu qui va suivre dans les jours à venir ne sera pas du tout semblable à la différence des autres vidéos que vous avez pu voir sur le cas de l'esclavage africain. Non. Je précise aussi que ce travail n'a pas été fait par ma propre personne. C'est un travail qui a été structuré, présenté et expliqué de A à Z par un frère qui souhaite rester anonyme, mais qui a quand même accompli ce travail-là, en mon sens, qui est, je le dis objectivement, sans vraiment bégayer, c'est le travail le plus objectif que j'ai pu voir sur la compréhension de la traite négrière en Afrique. Donc, vous savez très bien que je suis assez critique sur pas mal de choses. Si je vous dis ça, croyez-moi, c'est que j'ai pris le temps justement de suivre d'abord tout le contenu, de faire une introspection personnelle avant de penser à publier ça sur Afrodidacte. C'est parce que je pense sincèrement que le contenu que je vais publier dans les jours à venir, en commençant déjà par cette vidéo aujourd'hui, va changer la vision de dizaines, voire de millions d'Africains, et même des personnes qui ne le sont pas, en ce qui concerne notamment le peuple africain, mais aussi surtout de la compréhension de l'esclavage euro-chrétien en Afrique. Je pense que d'un point de vue académique et même extra-académique, nous n'avons vraiment jamais reçu une information objective et implacable, si je peux dire ça comme ça, sur le cas de l'esclavage européen en Afrique. Et c'est ce que je vais vous proposer dans les jours à venir, c'est de venir et de me suivre dans ce travail qui a été réalisé par un frère, comme je l'ai dit, en anonyme, dont il ne souhaite pas être connu, et qui a fait un travail, pour moi, c'est un travail qui est d'une inspiration divine. Je sais que quand je dis ça, ça peut paraître un peu exagéré pour certains, mais croyez-moi, quand vous allez suivre les différentes publications qui vont être publiées dans les jours à venir, en commençant déjà par celle d'aujourd'hui, vous allez tout à fait comprendre de quoi il est question. On va rentrer directement dans le cœur du contenu et je vous invite bien sûr
à la fin de chaque contenu qui va être publié dans les jours à venir, c'est-à-dire chaque jour, vous aurez une nouvelle vidéo sur le sujet. Il y aura plus d'une dizaine d'ailleurs de vidéos sur le sujet. Donc, c'est pour vous dire l'étendue du travail, de commenter, de partager votre avis, mais aussi surtout, ça c'est important et je mets un point d'honneur là-dessus, c'est de partager au maximum de gens. Partager les différentes publications qui vont être faites dans les jours à venir au maximum de monde. Rentrez directement dans le cœur du contenu. Je vous souhaite un bon visionnage et surtout, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de commenter le contenu. C'est très très important. Rendez-vous directement avec le frère qui va vous expliquer en commençant par l'introduction au thème. Bonjour tout le monde, comme je l'avais indiqué sur un post récent, je profite de la période des fêtes pour produire de nouvelles vidéos, des vidéos exclusivement réservées à la question de la traite négrière. Je précise qu'il ne s'agit pas d'un retour sur la chaîne, il s'agit d'une parenthèse qui va me permettre d'aborder cette thématique. Toutes les vidéos sont déjà faites, je ne voulais pas les réaliser au fur et à mesure et prendre le risque de commencer le travail et ne pas l'achever. J'ai donc préféré les faire en une seule fois et ensuite vous les poster progressivement. Alors pourquoi une série de vidéos sur la traite négrière? D'abord parce que c'est un thème qui est manquant sur cette chaîne et qui est pourtant fondamental. Ensuite et surtout parce qu'on a assisté ces derniers temps à une offensive, si je puis dire, de la part des révisionnistes, des gens qui veulent réécrire l'histoire de la traite pour atténuer la responsabilité des Européens et reporter cette responsabilité sur les victimes, c'est-à-dire sur les Africains eux-mêmes. Nous avions, entre autres, eu cette édition de Valeurs actuelles On en a beaucoup parlé, surtout par rapport à un dessin. Le dessin d'une députée française, Madame Obono, représentée en esclave au XVIIIe siècle. Et dans cette Afrique du XVIIIe siècle, eh bien, elle était capturée par une tribu africaine et elle était vendue à des négriers arabes. On en a surtout parlé pour le dessin, jugé dégradant. Effectivement, c'est dégradant. Mais ce dessin n'est rien par rapport au fond. Et malheureusement, on n'a pas tellement parlé du fond, qui est encore plus détestable. Le fond, c'est que effectivement, comme je le disais, elle est capturée par une tribu africaine, vendue à des négriers arabes, et finalement, elle sera délivrée, libérée de l'esclavage, rachetée par un prêtre européen. Et au final, elle se retrouve à Marseille, elle entre dans les ordres et elle trouve enfin le bonheur grâce aux Européens. Et l'article conclut ainsi: elle savait désormais qu'il n'y avait qu'une chose importante au monde, aimer et être aimé, tout le reste n'était que mascarade et esclavage. Tout le reste, ça inclut évidemment l'Afrique noire. Et donc, ce qu'on nous disait dans cet article, c'est qu'au XVIIIe siècle, eh bien, les négriers, c'était les Africains et les Arabes, tandis que les libérateurs, c'était les Européens. Voilà comment étaient synthétisés les 400 ans de traite négrière. Et c'est de cette manière que, eh bien, on fait du révisionnisme, voire ici du négationnisme, pour mettre dans l'idée, eh bien, que finalement les coupables sont les bienfaiteurs et que les victimes sont les coupables. Je dirais que ça, ce n'est pas tellement le plus grave. Que les pays qui ont été esclavagistes altèrent le récit de l'esclavage n'a en soi rien d'étonnant. Mais ce qui est problématique, c'est quand des afro-descendants tombent dans le piège de cette propagande et retournent leur colère sur les Africains eux-mêmes. Parce qu'on a réussi à les convaincre
que les Africains étaient eux-mêmes responsables de la traite négrière. Par exemple, nous avons cet article du journal de la Croix intitulé « Des Africains ont leur part dans la traite des Noirs ». Et il raconte ceci: au Nigeria, un collectif d'ONG, le Congrès des droits civiques, demande aux chefs coutumiers du pays le plus peuplé d'Afrique de s'excuser au nom de leurs ancêtres d'avoir aidé à la déportation de milliers d'esclaves noirs. Donc là, ce sont des Noirs, des Africains qui demandent aux chefs de tribu, aux chefs coutumiers de présenter des excuses pour la participation qu'ont eue les rois et les chefs africains dans la traite négrière. Voilà, ils disent c'est une première en Afrique noire du jamais entendu. Au Nigeria, pays le plus peuplé du continent noir, avec plus de 140 millions d'habitants, un collectif de plusieurs dizaines d'organisations de défense des droits de l'homme, le Congrès des droits civiques, a demandé aux chefs traditionnels africains nigérians de s'excuser pour le rôle que leurs ancêtres ont joué dans la traite des esclaves. Nous ne pouvons pas continuer à accuser les hommes blancs alors que les Africains, en particulier les chefs traditionnels, ne sont pas irréprochables, dit-il dans un courrier. Les organisations relèvent le fait que le Sénat américain a présenté en juin dernier des excuses pour l'inhumanité, la cruauté, l'injustice fondamentale de l'esclavage aux Africains de faire de même. Très précis sur les accusations, le CRC a rappelé que les chefs traditionnels ont participé à la traite des esclaves en aidant systématiquement à mener des raids et des enlèvements dans des communautés sans défense, puis à les livrer à des Européens, Américains et autres. Nous avons également cet article publié sur le blog Mediapart, possiblement par une personne noire, qui également a la même démarche, disant « Nous devons assumer notre part de responsabilité dans la traite négrière pour nous réapproprier notre historicité. » Nous devons donc nous réapproprier notre passé afin de nous en libérer pour ne pas le subir indéfiniment. Nous devons nous réapproprier notre mémoire et notre historicité en tant qu'acteurs de la traite négrière pour adhérer pleinement aux valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité et de tolérance et en faire les principes structurants de la politique économique et sociale de nos États. Au mea culpa des Occidentaux doit répondre notre propre mea culpa dans une logique de détermination impartiale des responsabilités dans l'abomination. Que l'auteur de cet article soit réellement un Africain ou pas, n'est pas tant le problème. Le problème, c'est que c'est une réalité. Un certain nombre d'Africains pensent que l'Afrique, que les Africains, que les rois et chefs africains ont eu une part de responsabilité dans la traite négrière. Certains, peut-être que c'est d'ailleurs votre cas, se posent peut-être juste des questions. D'autres ont un avis plus tranché. Et comme on l'a vu, même si à mon avis c'est assez marginal, certains vont jusqu'à considérer que les Africains aussi doivent présenter des excuses et cesser de toujours reprocher aux Européens les malheurs de l'Afrique. Que des Africains aient des doutes, se posent des questions, c'est parfaitement compréhensible. Nous sommes dans un monde qui est dominé par l'Européen, et ça depuis des siècles et des siècles. Il n'est pas surprenant que la pensée dominante, donc celle des Européens, soit le point de référence des êtres humains de cette terre. Si les nazis avaient remporté la Seconde Guerre mondiale, l'histoire nous aurait été racontée de manière totalement différente. L'histoire n'est pas racontée de la même façon selon le vainqueur. C'est pour ça qu'il faut être capable de prendre du recul par rapport à ce qu'on entend. Avant d'aller au fond des choses, nous allons d'abord essayer de comprendre comment se fait-il que des Africains
des descendants de victimes de la traite négrière en viennent à retourner leur colère sur les Africains eux-mêmes. Et au final, à considérer que l'Afrique, quelque part, doit demander pardon à l'Afrique pour la traite négrière. Comment en arrive-t-on là? Il y a un phénomène qui a été observé pendant la traite, qui n'a pas été étudié pour en comprendre les aspects et les causes, mais qui a été observé. C'est la tendance de certains esclaves à s'accuser de fautes qu'ils n'avaient pas commises à la place de leur maître. Par exemple, on a un fait qui nous est rapporté par l'abbé Raynal dans son Histoire philosophique et politique publiée en 1780 aux pages 173 et 174. Voici ce qu'il nous raconte. Un esclave portugais qui avait déserté dans les bois, ayant appris que son ancien maître était arrêté pour un assassinat, vint s'en accuser lui-même en justice, se mit dans les fers à la place du coupable, fournit les preuves fausses mais juridiques de son prétendu crime et subit le dernier supplice. Il nous raconte ici un fait divers. Ce noir était en fuite, mais quand il apprend que son maître a été arrêté, il décide de revenir et de s'accuser à sa place alors que lui-même était innocent. L'abbé Grégoire cite aussi ce fait divers dans son livre de la littérature des nègres publié en 1808 à la page 121. Et il dit que ce noir a été exécuté à la place du blanc. C'est ce que certains appellent le syndrome de Stockholm, mais ici poussé à l'extrême. Il faut donc être conscient que ce syndrome existe chez les victimes. Le fait que ce noir était en fuite montre qu'il n'était pas bien traité par son maître, qui, en plus, comme on le dit, était un assassin. Mais ça n'a pas empêché ce noir de subir la mort à sa place. Donc, si déjà à l'époque, au temps de la traite, il y avait ce phénomène, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, 200 ans plus tard, des afro-descendants préfèrent accuser les Africains plutôt que les Blancs. Parce que, même si certains prennent la précaution de préciser, comme le journal La Croix, qu'il ne s'agit pas de minimiser la responsabilité occidentale, mais en réalité, c'est ça. C'est ça qui est en jeu. Parce qu'on instaure ici le principe de responsabilité partagée. On dit que, en fait, tout le monde est coupable, les Européens sont coupables, mais les Africains aussi sont coupables. Même s'il y a une gradation dans la culpabilité, même si certains sont plus coupables que les autres, en fait, tout le monde est coupable. Et dès lors, il n'y a plus, d'un côté, les responsables et de l'autre, les victimes. L'objectif, c'est ça. Toute cette campagne, toutes ces vidéos, tous ces articles, toutes ces déclarations ne poursuivent qu'un seul but, celui-là. Atténuer, voire annihiler l'idée d'une responsabilité européenne dans la traite négrière. Et cette série de vidéos, c'est pour donner aux afro-descendants qui seraient susceptibles de tomber dans le piège de cette propagande des éléments de réflexion. Car il y a des choses que l'on entend de manière récurrente et des choses que paradoxalement on n'entend jamais. Sur la question de la responsabilité des Africains dans la traite négrière, et notamment des rois et des chefs africains, on consacrera
3 ou 4 vidéos exclusivement à cette question, 3 ou 4 en fonction du découpage que je vais faire. Parce qu'il y a beaucoup à dire et il y a beaucoup de documents à montrer, parce que tout ce qui sera dit dans ces vidéos sera documenté. Et on utilisera les écrits des Européens eux-mêmes, pas parce qu'ils sont plus crédibles que les Africains, loin de là, mais parce qu'ils ne peuvent pas contester ce que eux-mêmes ont écrit. Donc, on privilégiera les écrits des Européens et à 90% ce sont des écrits des témoins oculaires de la traite, d'Européens qui ont vécu au temps de l'esclavage et qui ont été les acteurs des événements en question. On verra ce que disaient les négriers et les propriétaires d'esclaves, on verra également ce que disaient les abolitionnistes et aussi ce que disaient des observateurs plus neutres. On emploiera souvent une discipline connue à l'université sous le nom de littérature comparée. C'est-à-dire qu'on verra ce que plusieurs auteurs, parfois à des époques différentes, ont dit sur un sujet précis. Je vous préviens à l'avance, il va y avoir beaucoup de références. Beaucoup de références, on va beaucoup lire. Et encore, je me suis restreint, sinon les vidéos auraient été interminables. Donc, si vous suivez cette série de vidéos que je posterai tous les dimanches et souhaitez noter les références, vous pourrez le faire. On va quand même, dans cette première vidéo, poser les bases de notre discussion. Et on va commencer par un rappel, juste à titre de comparaison. La France a été occupée pendant 4 ans par les Allemands, de 1940 à 1944. Durant ces 4 années, l'État français a livré aux Allemands 75 000 Juifs. Il y a eu des rafles à Paris et dans d'autres villes telles que Marseille. Et donc, en 4 ans d'occupation, la France a livré 75 000 personnes. L'Afrique a été occupée pendant 400 ans. Les Européens sont venus s'établir sur les côtes africaines et ils ont construit des forts militarisés et ils ont imposé aux Africains la traite négrière. La France a été occupée pendant seulement 4 ans. Et pourtant, en 4 ans, elle a livré 75 000 personnes. Que se serait-il passé si, par exemple, cette occupation avait duré 400 ans? Combien de personnes, en 400 ans, aurait-elle livré? On va faire un peu de politique fiction. Faisons un petit calcul. 75 000 tous les 4 ans. Au bout de 400 ans, on arrive à combien de personnes? On va calculer. On doit faire 75 000 multiplié par 100 pour avoir le résultat sur 400 ans. On trouve 7 500 000 personnes. 75 000 personnes livrées tous les 4 ans, au bout de 400 ans, on arrive à 7 500 000 personnes. La France, c'est un seul pays, un seul. À ce rythme, un seul pays, en 400 ans, aurait livré 7 500 000 personnes. L'Afrique, c'est tout un continent. Tout un continent. Et il faut savoir que normalement, ce chiffre aurait dû être beaucoup plus élevé. Parce que les rafles ont été interrompus pendant 8 mois. Parce que les nazis n'avaient pas assez de trains pour déporter vers l'Est tous les juifs qui leur étaient livrés. Et donc, de décembre 1941 à juillet 1942, les rafles ont été interrompus. Mais s'il n'y avait pas eu ce problème technique, le nombre
de juifs livrés aux nazis aurait été beaucoup plus élevé. Et ce chiffre ne tient pas non plus compte de toutes les personnes qui ont été arrêtées par la Gestapo suite à des dénonciations anonymes. Parce que des personnes étaient régulièrement dénoncées à la Gestapo, soit parce qu'elles étaient juives, soit parce qu'elles étaient communistes ou autres. Et ce sont ces gens qui maintenant viennent nous faire la leçon. Nous dire que la traite négrière, c'est notre faute. C'est nous-mêmes qui avons livré des Africains aux Européens. Mais remontons encore plus loin dans l'histoire. Ce n'était pas la première fois que la France avait été occupée par les Allemands. La France avait été occupée par l'Allemagne en 1871, même si cette occupation était plus brève et plus restreinte. En 1870 éclate une guerre entre la France et la Prusse. Ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente Et la France va être vaincue après la défaite de la ville de Sedan, ce qui va provoquer la chute de Napoléon III et du Second Empire. Pendant plusieurs mois, Paris va être encerclé par les troupes allemandes et plusieurs zones vont être littéralement occupées. À ce moment-là, durant cette période d'occupation, combien de Juifs la France a-t-elle livré aux Allemands? Combien? 0. Les autorités françaises vont demander un cessez-le-feu et se soumettre aux exigences des Allemands. Les Allemands vont exiger le paiement d'une dette de guerre extrêmement lourde, composée de plusieurs milliards de francs, en échange de la libération de son territoire. Et vont également demander la concession de 2 régions, l'Alsace et la Lorraine. Et les choses vont se régler de cette manière. Mais aucun Juif ne va être livré aux Allemands. Pourquoi? C'est quoi la différence? Pourquoi, durant l'occupation de 1940, la France livre aux Allemands 75 000 Juifs et durant l'occupation de 1871, elle ne leur en livre pas un seul? C'est quoi la différence? La différence, c'est que dans un cas, il y a eu une demande des Allemands et dans l'autre cas, il n'y a pas eu de demande. En 1871, les Allemands n'ont pas demandé à la France de leur livrer des Juifs, mais en 1942, elle leur en a demandé. Je rappelle que la France de l'époque était encore plus antisémite que la France de 1940. On était une vingtaine d'années avant l'affaire Dreyfus. Le chef du gouvernement de l'époque, c'était Adolphe Thiers. Et quand il arrive au pouvoir en juillet 1871, l'une des toutes premières mesures qu'il prend, c'est la rédaction d'un projet de loi pour abolir le décret Crémieux. C'était un décret qui donnait aux Juifs des colonies les mêmes droits civiques que les Français. Mais sa loi ne va pas passer, elle va être bloquée suite à la pression de certains banquiers. Environ 70 ans plus tard, ce décret Crémieux va effectivement être aboli. Par qui? Par le régime de Vichy. Donc on retrouve des correspondances entre ces deux gouvernements, entre le gouvernement de 1871 et le gouvernement de 1942. Pourtant, l'un va livrer des Juifs et l'autre pas. Ce parallèle est très important pour comprendre une notion fondamentale. C'est que s'il n'y a pas de demande de la puissance occupante,
il n'y a pas de rafle et il n'y a pas de razzia non plus. Les Africains, rappelons-le, ne sont jamais allés en Europe pour dire aux Européens « On a une affaire juteuse à vous proposer. On vous livre des esclaves et vous, en échange, vous nous donnez des produits d'Europe. » Ce sont les Européens qui ont pris l'initiative d'aller en Afrique. Français, Anglais, Danois, Portugais, Américains et autres, avec un armement que les Africains ne connaissaient pas. Et ils ont imposé aux Africains ce trafic. S'il n'y avait pas eu, pendant ces 400 ans, une demande d'esclaves, il n'y aurait pas eu de livraison d'esclaves, de même que si les Allemands n'avaient pas demandé à la France de leur livrer des Juifs, la France n'aurait pas livré de Juifs. Maintenant, on va essayer de bien s'entendre sur les termes avant de continuer. Il est important de comprendre qu'il y a une différence entre traite négrière et esclavage et de comprendre quelle est cette différence. La traite, pour faire simple, c'est du trafic d'êtres humains. C'est le fait de capturer, d'acheter ou de vendre un être humain qui sera par la suite dans un état d'asservissement s'il était libre ou le faire changer de propriétaire s'il était déjà esclave. L'esclavage, c'est la condition d'une personne qui n'est pas propriétaire d'elle-même. Pour faire simple toujours, c'est un être humain qui appartient à un autre être humain. Et son propriétaire peut lui faire faire ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'on appelle le commerce triangulaire? On va prendre une carte. Ici, nous avons l'Europe, là nous avons l'Afrique, et là nous avons les colonies, les Amériques, Caraïbes, Brésil, etc. Comment ça se passe concrètement? Vous avez les navires négriers. Les navires négriers qui partent d'Europe en direction des côtes africaines. Et là, ils vont acheter ou capturer des Africains, mais également récupérer d'autres produits tels que l'or, la gomme, etc. Avec cette cargaison, ils vont dans les colonies. Là, ils débarquent les esclaves africains qui vont être vendus dans les marchés. Et ils récupèrent les produits des colonies, principalement le sucre, mais aussi le café, l'indigo, etc. Et avec cette cargaison, ils retournent dans leur port d'origine. C'est ça qu'on appelle le commerce triangulaire. Dans cette série de vidéos, je n'emploierai pas cette expression commerce triangulaire parce que je considère que cette expression est fallacieuse et ne rend pas compte de ce qu'a réellement été la traite négrière. Quand on dit commerce triangulaire, on dit qu'il y a eu accord et concertation des trois parties, ce qui est inexact en ce qui concerne l'Afrique. Parce que du côté africain, il n'y a pas eu de consentement réel. Il y a eu de la résistance et il y a eu de la collaboration. Mais cette collaboration, dans la majorité des cas, les Européens l'ont obtenue soit par la force, soit par la coercition, soit par la ruse, et ça, nous le verrons dans le détail. Prenons un exemple. Si quelqu'un vient vous proposer une affaire, vous devez être libre d'accepter ou de refuser. Si votre refus vous expose à des représailles de la part de la personne, c'est que vous n'êtes pas dans un système commercial ordinaire, mais que vous êtes au contraire dans un système mafieux. On vous fait croire que vous avez le choix, mais quand vous manifestez votre refus, on vous fait comprendre que vous n'avez pas le choix. Et globalement, les Africains n'ont pas eu le choix.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour étayer nos affirmations, on s'appuiera beaucoup sur les documents de l'époque. Et à titre d'exemple, on va reprendre le récit d'un négrier. Jean-Baptiste Léonard Durand, c'était l'administrateur de la Compagnie française du Sénégal. C'était la compagnie chargée de gérer la traite négrière au Sénégal. Cet homme, c'était donc le chef des négriers au Sénégal et commandait le fort chargé de gérer cette traite. En 1802, il a publié un livre intitulé « Voyage au Sénégal » où il raconte ces années où justement il a été commandant du fort négrier. On peut déjà noter qu'il dédie son livre, il le dédicace à tous les négriers du monde. C'est à vous que je dédie mon ouvrage, c'est pour vous que je l'ai fait. Agréez-en l'hommage. Heureux le peuple qui vous honore, qui met sa gloire dans l'industrie et sa puissance dans les travaux utiles au genre humain. Un tel peuple aura existé pour le bonheur du monde. Sa puissance sera durable, sa renommée sera éternelle. Je vous salue avec estime et respect. Là déjà, avec ces dédicaces, vous comprenez pourquoi il y a autant de statues de négriers dans les villes européennes. À la page 107, il relate dans quelles conditions se passaient les échanges, puisqu'il raconte justement qu'ils avaient mis en place ce commerce avec les locaux, avec les Africains, donc ce commerce négrier, d'échange d'esclaves contre des produits européens et aussi d'autres choses. Et donc, à la page 107, il relate dans quelles conditions s'effectuaient ces échanges. Et il explique quelque chose. Il explique qu'ils devaient être constamment sur le qui-vive parce que dès que les Africains avaient l'occasion de les attaquer, ils le faisaient. Et là déjà, en lisant entre les lignes, vous allez comprendre quelque chose d'important. Page 107. On va commencer à lire à la page 106. Qu'est-ce qu'il dit ? Plusieurs Européens, pour avoir eu l'imprudence de faire leur commerce à terre et de se livrer ainsi entre les mains de ces nègres barbares, ont été pillés et assassinés. Il est plus sage de traiter avec eux sans sortir des bâtiments. Encore faut-il faire bonne garde et observer surtout de se placer de manière que le jusant ne laisse point le bâtiment à sec sur la vase. Ces peuples profitent alors de l'occasion et sans craindre d'y perdre du monde, ils l'attaquent avec une fureur extraordinaire, de manière qu'il est presque impossible de leur résister et de les empêcher de s'en rendre maître et d'y mettre le feu. Ça, ce n'est pas le comportement d'un associé consentant. Je rappelle le contexte pour que vous compreniez bien ce qui se passe ici. Il explique qu'ils font du trafic avec ces Africains, vente d'esclaves, or, gomme, etc. Mais il dit qu'il faut être extrêmement vigilant parce qu'à la moindre occasion, les Africains, quitte à mourir, vont attaquer et brûler leurs bâtiments. Là déjà, en lisant entre les lignes, vous comprenez que les Africains n'étaient pas consentants et que ce commerce leur avait été imposé. Si vous vous associez avec quelqu'un dans une affaire, vous avez, avec une personne, monté une entreprise qui vous permet de gérer ses affaires. Est-ce que vous allez saisir la moindre occasion pour brûler cette entreprise? S'il y a par exemple un magasin où vous allez régulièrement faire vos courses, est-ce que vous allez saisir la moindre occasion de brûler ce magasin? Évidemment non, parce que vous serez obligé d'aller faire vos courses ailleurs. Donc, si les Africains cherchaient une occasion de brûler les bâtiments négriers,
c'est qu'ils ne voulaient pas de ce commerce avec les Européens. C'est que ce commerce leur avait été imposé. Ici, le négrier parle d'occasion. Il se trouve que quelques pages plus loin, une opportunité va effectivement se présenter. Le commandant du fort va s'absenter et partir quelque temps en France. Que vont faire les Africains? Regardons ce qui se passe à la page 353. Monsieur Bru. Monsieur Bru, c'était le commandant du fort. Monsieur Bru partit pour la France au mois d'avril 1702. Dès lors, les nègres, marabouts et autres se crurent dégagés de leurs engagements. Ils prirent les armes et se portèrent sur l'établissement français. Les commis se défendirent vigoureusement et tuèrent bien du monde. Mais rien ne fut capable de rebuter les nègres qui, malgré leurs pertes, s'avançaient toujours vers le fort. Ils ne tuèrent ni ne blessèrent aucun Français, mais toujours sous les armes, ceux-ci ne pouvaient plus soutenir les fatigues d'un siège, et d'ailleurs il manquait de munitions de guerre et de vivres. Dans cette position critique, ils firent des propositions aux assiégeants qui ne voulurent rien écouter. Notez bien ici. Ils essayent de négocier avec les Noirs, mais les Noirs ne veulent rien entendre. Enfin, pour échapper à une mort certaine, les Français s'embarquèrent pendant la nuit dans des bateaux qui étaient mouillés sous le fort. Ils prirent avec eux des armes, des munitions, le peu de vivres qui restait, tout ce qu'ils avaient de précieux dans les magasins, et s'éloignèrent du théâtre de la guerre en mettant le feu aux cases et aux magasins, afin d'ôter aux assiégeants le plaisir de piller les marchandises. C'est ainsi que le fort de Dramanais fut livré aux flammes et aux nègres soulevés le 23 décembre 1702. Le commerce, notez bien cette phrase, le commerce de ce riche pays fut totalement interrompu pendant 5 ou 6 ans. Donc là, vous voyez que les engagements dont il parle ici, les engagements de ces Africains, ce sont des engagements qui leur avaient été imposés. Les Africains n'avaient pas eu le choix. Et donc, ils se sont soumis à ce commerce. Mais dès qu'ils ont eu une opportunité d'attaquer, ils l'ont fait et ils ont mis fin à ce prétendu commerce triangulaire. Le récit se poursuit, page 354. Les Français furent poursuivis sur la rivière, mais ils manœuvrèrent si bien qu'ils échappèrent heureusement et ne reçurent aucun dommage de la fureur des nègres. Ils se reposèrent sur les terres de Siratic et dépêchèrent un express à l'île Saint-Louis pour instruire monsieur le maître, alors directeur général, du malheur qui leur était arrivé. Que va-t-il se passer ensuite? Que vont faire ces Français? Est-ce qu'ils vont se dire, bon bah les Africains ne veulent pas de nous, ils ne veulent pas de notre commerce, donc on s'en va et on les laisse tranquilles? Eh bien pas du tout. Ils vont construire d'autres forts à d'autres endroits pour poursuivre ce commerce. Qu'est-ce que le consentement? Le consentement, c'est quand on vous propose une affaire et que vous êtes libre de dire non. Si vous dites non, je ne veux pas, mais que la personne refuse de vous lâcher, c'est que vous avez affaire à la mafia. Et là, c'est ce qui se passe. Ils savent très bien que les Africains ne veulent pas de ce commerce. Mais est-ce qu'ils s'en vont? Non. Dans les 3 ou 4 vidéos qui seront consacrées à la participation africaine, nous verrons ce qui s'est passé ensuite. Comme les Africains continuaient à leur résister, ils vont faire venir du renfort et ils vont faire un carnage. Dans les 3 villages
qui s'étaient coalisés pour leur résister, ils vont massacrer hommes, femmes et enfants jusqu'à ce que les rois se soumettent. C'est ça qu'ils appellent le commerce triangulaire. En une autre occasion, il va parler d'une attaque que les Africains vont lancer, cette fois-ci contre un fort négrier anglais. Pages 147 et 148. Ormond. Ormond, c'était le commandant du fort anglais. Ormond était aussi superstitieux qu'il était cruel. Il croyait, comme les Africains, au charme et au sortilège. Mais rien ne put détourner les coups dont la providence qui avait permis qu'il réussît dans toutes ses entreprises vint tout à coup le frapper. Sa santé étant devenue mauvaise, il alla habiter les îles de Los, laissant la direction de ses affaires à un mulâtre qui était son fils. Une peuplade, les Bagos, avec laquelle il avait eu une querelle, saisit cette occasion de se venger. Donc là encore, on voit qu'il y a une occasion qui se présente et les Africains la saisissent. Elle fondit sur sa factorerie, qu'elle mit au pillage, et elle fut secondée par les esclaves. Tous les bâtiments furent brûlés. 12 à 1500 esclaves estimés à 30 000 livres sterling rompirent leurs liens. Le jeune Ormond enfin fut mis à mort et son père ne survécut qu'un mois à la nouvelle de ce revers. Donc que se passe-t-il ici? Là encore, le commandant du fort, suite à des problèmes de santé, est obligé de partir. Les Africains saisissent l'occasion pour attaquer. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils libèrent tous les esclaves. Parce que dans les factoreries, il y avait des prisons où les Noirs étaient détenus en attendant que les navires négriers arrivent pour les emporter en Amérique. Et là, tous ces esclaves ont été libérés et les bâtiments des négriers ont été brûlés. Donc les Africains, à ce moment-là, ont réussi à mettre un terme à ce trafic. Il poursuit. Ces détails démontrent suffisamment la nécessité non seulement d'une puissance publique qui réprime les excès et protège le commerce, mais encore d'une administration paternelle qui donne à ce commerce les formes les plus douces. Tiens donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que il faut qu'il y ait une administration paternelle qui donne à ce commerce les formes les plus douces. De quel commerce parle-t-il? Il parle ici du commerce négrier, de ce que eux appellent le commerce triangulaire. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut donner à ce commerce les formes les plus douces. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que c'était un commerce qui était exercé dans la violence. C'était un commerce que l'on imposait aux Africains par la force, et chaque fois que les Africains avaient une occasion de supprimer ce commerce, de le brûler, ils ne manquaient pas l'occasion de le faire. Quand on examine attentivement ce qu'a été ce trafic, y compris les récits des négriers eux-mêmes, on comprend qu'on ne peut en aucun cas parler de consentement des Africains, et encore moins de complicité. Donc, nous ne parlerons pas de commerce triangulaire, nous utiliserons l'expression commerce sanguinaire. Parce que ce qu'il s'est passé durant ces 400 ans, ce n'était pas du commerce, c'était une guerre de domination. Et les Africains n'avaient pas le choix. En 1900, Félix Chapiseau, un colonisateur, publie un ouvrage intitulé « Au pays de l'esclavage ». Félix Chapiseau était un fonctionnaire de l'instruction publique, on dirait aujourd'hui fonctionnaire de l'éducation nationale. Et dans ce livre, on n'était plus au temps de l'esclavage, mais de la colonisation. Il va, en une phrase, dire comment les Européens se sont implantés en Afrique. On trouve cette phrase dans la préface, pages 1 et 2. Toutes les grandes nations de la vieille Europe, à l'étroit entre leurs frontières,
ont cherché à se créer de nouveaux domaines en Afrique. Les conquérants, les explorateurs, les missionnaires, les marchands ont entamé de toutes parts le continent ouvert à leur audace. Notez bien cette expression. De gré ou de force, chacun a imposé aux lambeaux d'Afrique où il a planté son drapeau la domination de son pays, l'influence de sa race, les produits de l'industrie européenne. Il dit que les Européens ont imposé à l'Afrique leur domination, leur race et leurs produits, de gré ou de force. Que signifie de gré ou de force? Ça veut dire que les Africains le veuillent ou non. Quand on vous dit « tu le feras de gré ou de force », ça veut dire que si tu veux le faire, tant mieux, mais si tu ne veux pas le faire, on t'y obligera. Et il révèle ensuite quelle est la finalité, le but que les Européens veulent atteindre. Il ajoute: la diplomatie a complété l'œuvre des aventuriers. Aujourd'hui, la majeure partie de l'Afrique appartient à quelques nations d'Europe. Et notez cette phrase. Le temps n'est pas éloigné où la race blanche dominera effectivement sur tous les peuples africains, naguère indépendants, et dont quelques-uns ignorent encore jusqu'à l'existence de leur nouveau maître. L'objectif des Européens est et a toujours été la domination de la race blanche sur les Africains. Et pour atteindre ce but, ils n'ont jamais eu le moindre scrupule, le moindre état d'âme. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, les armées européennes sont sur le sol africain. Et il ajoute plus loin dans son livre qu'il faudra, pour l'histoire, retranscrire par écrit les mœurs, les coutumes africaines, parce que les Africains seront totalement assimilés, totalement occidentalisés, et pour que l'histoire garde la trace de ce qu'a été l'Afrique, il faut quand même coucher par écrit leurs mœurs, leurs coutumes et leurs traditions. Dans ces conditions-là, pensez-vous vraiment que durant la traite négrière, les rois et les chefs africains étaient vraiment libres de leur choix? Pensez-vous vraiment qu'ils étaient libres de dire non, de refuser de collaborer avec les Européens sans s'exposer à des représailles? Il y avait, au début du XXe siècle, une revue intitulée « La vie coloniale ». C'est une revue qui était pour les colons ou pour les Français qui voulaient s'installer dans les colonies. Et on leur donnait des explications et des conseils pratiques. Là, c'est l'édition du 1er janvier 1910. Comme vous pouvez le voir, il y avait déjà beaucoup de publicité à l'époque. Et ils disent quelque chose d'intéressant à la page 2. Quelque chose d'instructif. Ce n'est pas toujours sans lutte que nous prenons possession de nouveaux territoires. Mais notre arrivée, donc, remarquez déjà ce qu'ils disent. Ils expliquent ici comment ils prennent possession des territoires des Africains. C'est par des luttes. Et donc là, pour ne pas donner à penser qu'ils sont des tyrans, ils introduisent une justification. Mais notre arrivée met un terme aux dissensions qui sont le lot ordinaire des peuples barbares. Les guerres d'appropriation que nous dirigeons contre eux sont des guerres finales. Ils parlent
bien ici de guerre d'appropriation. Comment prenait-il possession des territoires africains par des guerres? S'il devait faire des guerres, c'est bien parce que les Africains n'étaient pas consentants et résistaient. Et quand il y avait de la résistance, ils employaient la force. Il faut comprendre ici qu'ils faisaient des massacres. Les Africains n'avaient pas leur armement. Donc, ils se défendaient comme ils le pouvaient. Et s'ils se comportaient comme ça durant la colonisation, comment se comportaient-ils durant la traite négrière? Il n'y a jamais eu de consentement des Africains, ni durant la traite négrière, ni durant la colonisation. C'est une guerre de domination qui, depuis des siècles, est menée contre l'Afrique. Et le but de cette guerre, ce n'est pas, comme ils le disent ici, de pacifier les Africains, de mettre fin à leurs dissensions. D'autant que, comme on le verra dans la série de vidéos que je vais vous poster, ces dissensions, ce sont eux qui les provoquaient. Mais ce n'est pas, comme ils le disent ici, dans ce but-là. Le but véritable, il est révélé à la page 9. Voilà ce qu'ils disent aux futurs arrivants. D'aucuns font 2, 3 ou 4 séjours de 2 ou 3 années chacun, puis ils se retirent définitivement pour vivre du fruit de leurs économies. D'autres créent des sous-comptoirs à leur compte au bout de 3 ou 4 années de séjour. Ils se fournissent de préférence dans la maison où ils étaient employés. Celle-ci, ayant confiance en eux, leur facilite les affaires. Et ainsi, en peu d'années, certains rentrent en France ayant réalisé une honnête fortune. En quelques années seulement, dans les colonies africaines, en quelques années seulement, ils faisaient des fortunes. Voilà pourquoi ils faisaient des guerres d'appropriation, pour reprendre leurs termes. C'est ça la réalité. Mais comme on ne veut pas que l'histoire retienne qu'on est des tyrans, des voleurs de terre, qu'on a tué des Africains pour faire de l'argent, qu'on s'est enrichi avec le sang des Africains, on réécrit l'histoire en disant que tout ce qui a été fait en accord avec les Africains et pour leur bien. Et aujourd'hui, même des Africains tombent dans le piège de cette propagande. Il faut comprendre que celui qui commet un crime va tout faire pour justifier son crime, quitte à rejeter la faute sur la victime elle-même. Quand ils vous disent « Oui, mais les Africains s'esclavagisaient déjà entre eux », on a esclavagisé les Africains parce qu'il y avait déjà l'esclavage chez eux. Par exemple, ici, le site d'Hérodote, considéré comme une référence en histoire. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent que les Africains offraient un peu d'or, de l'ivoire et surtout des esclaves. Le plus souvent des captifs de case qui étaient nés dans la servitude et donc relativement dociles. Alors, ce site est censé être tenu par des historiens. Donc, soit ils ne connaissent pas l'histoire, ce qui est gênant pour des historiens, soit ils le font exprès. Ils font ici une confusion entre captifs de case et captifs de traite. Les esclaves qui étaient livrés aux Européens, c'était les captifs de traite. Les captifs de case, c'est ceux qui restaient en Afrique. Et ils ne pouvaient pas être livrés aux Européens à moins d'avoir commis un crime. Et il y aura un épisode qui sera consacré à ce qu'ils appellent l'esclavage en Afrique. En échange, ils attendaient des Européens des armes à feu, des bijoux et différents produits manufacturés. Ainsi, la traite atlantique n'a été rendue possible que grâce à la présence de trafiquants parmi les Africains eux-mêmes. Voilà ce qu'il conclut. La traite européenne n'a été possible que grâce à la présence de trafiquants parmi les Africains eux-mêmes.
Alors là, j'ai une question à poser. Ils sont en train de dire, donc, que les Européens ont esclavagisé les Africains parce qu'il y avait déjà l'esclavage en Afrique. D'accord. Admettons. On verra, comme je viens de le dire, ce qu'était vraiment l'esclavage en Afrique. Mais admettons. J'ai une question à poser. Qu'en est-il des endroits où il est établi qu'il n'y avait pas d'esclavage ni aucune forme de servitude avant l'arrivée des Européens? Prenons le cas de l'Inde. Joseph Elzéar Morenas, dans son livre intitulé Précis historique de la traite négrière, publié en 1828, dit ceci à la page 81. Quoique la traite n'existe point dans l'Inde, ni l'esclavage chez les hindous, les Européens avaient trouvé moyen de se procurer d'une manière ou d'autre des esclaves de ce pays. C'étaient principalement des Bengalis, qui étaient fort estimés dans les colonies asiatiques et recherchés pour le service de l'intérieur des maisons à cause de leur bonté naturelle, de leur intelligence et de leur docilité. Là, il nous explique qu'en Inde, il n'y avait pas d'esclavage. Et pourtant, qu'ont fait les Européens? Ils sont allés en Inde faire des esclaves. Prenons un autre exemple. Qu'en est-il de Madagascar? On a le témoignage de Daniel Lescalier. Daniel Lescalier, c'était un préfet du royaume et également consul général. Il avait été administrateur colonial et il a gouverné plusieurs colonies françaises durant l'esclavage. Et pendant un an, il a été le numéro 2 du ministère des colonies. Il était le bras droit du ministre. Et dans un texte publié en 1789, Réflexion sur le sort des Noirs dans nos colonies, il va ouvertement dire que ce sont les Européens qui apportent l'esclavage partout où ils vont. Page 25. Il n'est que trop prouvé que c'est les Européens qui ont presque partout excité et encouragé le commerce des esclaves. On a su de Monsieur Poivre, alors il parle ici de Pierre Poivre, qui lui aussi avait été un administrateur colonial. Et Pierre Poivre, c'est l'homme qui a introduit le poivre en France. C'est pour ça qu'on a appelé le poivre de son nom, Pierre Poivre. On a donné son nom au poivre. Enfin, je pense que vous me comprenez. Je reprends. On a su de Monsieur Poivre, cet administrateur humain et éclairé, qu'au commencement de ce siècle, ce commerce et toutes les horreurs qui en sont les compagnes nécessaires ont été introduits pour la première fois dans l'île de Madagascar et que l'esclavage était absolument inconnu des naturels du pays avant la fréquentation des Européens. Alors lui, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Parce que au sein du ministère des colonies, c'est lui qui gérait toutes les questions liées à la traite négrière et à l'esclavage. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce sont les Européens qui ont apporté l'esclavage partout où ils sont allés. Et il prend l'exemple de Madagascar. Il dit que quand les Européens arrivent à Madagascar au début du XVIIIe siècle, sur cette île, il n'y a pas d'esclavage. Les Malgaches ne connaissent pas l'esclavage. Que vont faire les Européens? Ils vont les esclavagiser. Donc, l'excuse de dire on a esclavagisé les Africains parce qu'ils s'esclavagisaient déjà entre eux. Mais si c'était vrai, dans ce cas, pourquoi avez-vous esclavagisé les Malgaches? Pourquoi êtes-vous allé en Inde faire des esclaves? Donc, il faut vraiment comprendre que tout ça, ce sont des excuses.
Qu'il y ait eu en Afrique des formes de servitude ou pas, ça n'aurait rien changé. Parce qu'ils sont allés en Afrique dans un but précis, faire des esclaves, et quelle que soit la condition qu'ils auraient trouvée dans ces pays-là, ils auraient fait des esclaves. Et toute la propagande qu'on entend aujourd'hui n'a qu'un seul objectif, dégager les Européens de cette culpabilité pour la reporter sur les Africains eux-mêmes. Pourquoi un haut fonctionnaire du ministère des colonies nous dit-il que en réalité ce sont les Européens qui suscitaient l'esclavage partout où ils allaient? Parce que lui savait ce qu'on évitait de dire aux gens et ce qu'on évite toujours de leur dire. C'est que les Européens utilisaient les méthodes les plus ignobles, les plus abjectes pour obliger les Africains à leur vendre des esclaves. Ils vont toujours vous dire que les Africains vendaient d'autres Africains, mais ils ne vont jamais vous dire pourquoi. Ils ne vont jamais vous dire, par exemple, que les négriers français, anglais et autres prenaient en otage des enfants africains pour obliger les parents à leur ramener des esclaves. Ça, ils ne vont jamais vous le dire. Dans une pétition adressée à la Chambre des députés et à la Chambre des pairs en 1821, Joseph Elzéar Morenas a dénoncé cette pratique qui avait également été révélée 10 ans plus tôt devant la commission du Parlement britannique. Page 30. J'ai entendu raconter à M. Bourgerel le 28 août 1818 devant 12 personnes qu'un Wolof était venu lui demander son fils, faisant partie d'une cargaison de Noirs destinée pour l'Amérique, et que, n'ayant pas voulu le livrer, sans avoir reçu 60 piastres, 300 francs, ou un nègre en remplacement, ce père était parti pour aller chercher un autre captif. Cet homme, les Français avaient capturé son enfant. Et quand il est venu le chercher, les Français lui ont dit « Soit tu nous donnes 300 francs, ce qui à l'époque était une somme considérable, soit tu nous livres un esclave en échange. » Et donc cet homme est parti capturer quelqu'un et il l'a livré aux Français pour sauver son fils. Voilà une des sales méthodes que les Français et les autres employaient pour inciter les Africains à leur livrer des esclaves. Et ça, tous ces historiens aujourd'hui, soi-disant spécialistes de la traite négrière et de l'esclavage, ils ne vous en parlent jamais. Parce que ces négriers, qu'est-ce qu'ils écrivaient sur leur registre, sur leur rapport? Ils écrivaient que tel Africain nous a livré ou nous a vendu tel esclave. Mais ils ne mentionnaient jamais qu'ils avaient, par exemple, capturé, pris en otage l'enfant de cet Africain pour l'obliger à faire ça. Ça, ce n'était pas mentionné sur leur registre. Et c'est une parmi les nombreuses méthodes dégoûtantes que les Européens ont employées durant ces 400 ans pour obliger les Africains à leur livrer des esclaves. Dans une autre pétition, déposée un an auparavant, en 1820, Joseph Morenas montre que parfois l'enfant était utilisé comme appât. Il capturait un enfant parce qu'il savait que les parents viendraient le chercher. Quand il venait, il les capturait aussi et emmenait toute la famille en esclavage. Page 5. Voici ce qu'il rapporte aux députés. Le 1er décembre 1817, une mère se rendit à Saint-Louis pour délivrer son fils, âgé de 10 ans. Le propriétaire exigea 70 gros d'or
700 francs. Cette infortunée n'en avait que 50. Elle les donna et promit d'aller chercher le surplus. Mais avant de partir, elle fut arrêtée et faite esclave dans les rues même de Saint-Louis. Dans son désespoir, elle se donna la mort en se brisant la tête contre un mur. Cette femme vient pour récupérer son enfant âgé de 10 ans. Les Français exigent 700 francs. Elle n'en a que 50 et elle les donne en disant « je vais trouver le reste de l'argent ». Et au moment où elle part, il l'attrape, elle aussi. Et à ce moment-là, elle comprend que du fait que elle aussi, elle est maintenant esclave, elle ne pourra plus libérer son enfant. Et donc, par désespoir, elle se donne la mort. Ensuite, c'est le père qui va venir. Le 17 du même mois, le père, espérant trouver quelque justice sous la protection du pavillon de Sa Majesté, se rend au Sénégal et réclame son fils, sa femme et son or. Pour toute réponse, il est chargé de fer. Quand on lui offrit à manger, il se plongea un clou dans le cœur et mourut en s'écriant « Dieu me vengera dans l'autre monde, puisque dans celui-ci, je ne puis me venger moi-même qu'en vous privant de mon corps. » Voilà leur commerce triangulaire. Eux-mêmes savent très bien que leurs arguments sont fallacieux. Quand le débat sur l'abolition de l'esclavage a commencé, au XVIIIe siècle, les propriétaires d'esclaves sont montés au créneau pour défendre et justifier l'esclavage. Comme les atrocités ne pouvaient pas être contestées, certains colons, dans leur argumentation, ont proposé non pas d'abolir l'esclavage, mais de le réformer, de modifier ce qui n'allait pas. Et dans un texte publié en 1789, un créole propriétaire d'esclaves écrit ceci. Pages 38 et 39. Continuons à sauver les nègres du despotisme et de la brutalité de leurs féroces tyrans d'Afrique. Alors, avant de continuer, je précise qu'à l'époque, les négriers prétendaient être des bienfaiteurs de l'humanité. Ils prétendaient que les Noirs en Afrique auraient subi une mort certaine et qu'en les esclavagisant, ils leur sauvaient la vie. Le problème, c'est qu'il est obligé de se contredire dans la phrase suivante. Mais gardons-nous d'employer pour cela ni la force, ni la ruse. Punissons avec sévérité le marin qui se rendra coupable en Guinée de violence ou de perfidie. Donc, comme il ne veut pas que l'esclavage soit aboli, il propose une concession. On garde l'esclavage, mais on arrête d'employer la force et la ruse. Alors, déjà, on voit ici la contradiction. Quand on sauve les gens d'une mort certaine, on n'a pas besoin pour cela d'employer la force et la ruse. Mais que révèle-t-il en réalité? Il révèle ici que pour se procurer des esclaves, les négriers employaient la force et la ruse. Et il emploie un double parallélisme. Force, violence, ruse, perfidie. Et là, on comprend quelque chose de très important. Si les négriers européens étaient obligés d'employer la force et la ruse pour que les Africains leur vendent ou leur livrent des esclaves, c'est bien que les Africains n'étaient pas disposés à le faire. Quand vous allez voir un commerçant, par exemple pour lui acheter une paire de chaussures, vous n'avez pas besoin
d'employer la force ou la ruse pour qu'ils vous en vendent. Il est là pour ça. Donc, si les Européens employaient la force, la ruse, la violence, la perfidie, c'est bien que les Africains ne voulaient pas leur vendre des esclaves. Et je vous donne confirmation de ce point sur le terrain, toujours avec le récit du négrier Durand. Il raconte qu'ils ont été confrontés à un peuple, les Balantes. Et ces Africains bloquaient tout accès à leur territoire parce qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec les Européens. Mais eux soupçonnaient qu'il y avait dans ce pays des mines d'or. Et ils voulaient en avoir confirmation. Et les deux moyens qu'ils préconisent, c'est ceci. Page 106. Plusieurs circonstances se réunissent donc pour confirmer l'opinion que le pays des Balantes renferme des mines d'or. Il n'est pas impossible de s'en assurer. L'adresse ou la force en présente les moyens. Donc, il préconise ici d'employer l'adresse, c'est-à-dire la ruse, ou la force. Ce qui confirme les déclarations du colon que nous avons lues précédemment, à savoir que les négriers utilisaient constamment la ruse ou la force. Et lui, en cette circonstance, il préconise d'utiliser la ruse. Il dit « mais le premier devrait être employé de préférence ». Pourquoi privilégie-t-il la ruse plutôt que la force? Il explique pourquoi juste après. Il dit que les Portugais ont tenté d'utiliser la force en 1696. Et que s'est-il passé? Ils se sont fait tuer. Il dit plus bas, dans cette position fâcheuse et qu'ils auraient dû prévoir, ils furent attaqués par les Balantes et poursuivis avec la fureur de gens qui combattent pour leur foyer et leurs dieux domestiques. Ils furent repoussés, battus complètement et obligés de se rembarquer à la hâte, laissant sur la place plusieurs des leurs et des nègres morts, et une grande partie de leurs armes, munitions et bagages entre les mains des vainqueurs qui chantèrent victoire et devinrent plus insolents. Donc, les Portugais ont utilisé la force, mais ils ont été vaincus. Et c'est pour ça que lui préconise d'utiliser plutôt la ruse. Cela nous permet de constater qu'il ne donnait pas aux Africains la possibilité de dire non. C'était de gré ou de force. Quand il y avait de la résistance, il déterminait quelle était la meilleure stratégie à employer, soit la force, soit la ruse, soit les deux. C'est pour cela que je dis que du côté des Africains, il n'y a jamais eu de consentement, parce qu'ils n'avaient pas la liberté de dire non sans s'exposer à des représailles. Donc, avant de dire que les Africains aussi doivent s'excuser, il faut déjà savoir exactement ce qui s'est passé. Dans quelles conditions, dans quel piège ces Africains étaient mis par les Européens pour vendre ou pour livrer des esclaves. Avant de dire que les victimes aussi sont des coupables, 3 ou 4 vidéos seront consacrées à cette question-là, où nous allons expliquer que effectivement, il y a des Africains qui ont vendu des esclaves aux Européens, mais nous allons expliquer pourquoi. Et comme je l'ai indiqué, durant cette série de vidéos, nous ne parlerons pas de commerce triangulaire, nous emploierons l'expression commerce sanguinaire et nous allons dynamiter tous ces mensonges sur la traite négrière, tous ces mensonges qui ont pour but de faire passer les coupables pour des innocents et les victimes pour les coupables. Et on utilisera leurs propres écrits. Avant cela, avant de traiter réellement de la question de la thématique de la traite négrière, j'ai souhaité revenir en arrière et parler du temps où l'Afrique était libre. Les 3 premières vidéos, mais en fait je les ai découpées en 2 parties, donc ce seront 2 vidéos en fait.
qui parleront de l'Afrique glorieuse, du temps où l'Afrique était libre et n'était pas soumise aux puissances étrangères. Parce que pour que la traite négrière soit possible, il a fallu effacer les Africains de l'histoire. Parce qu'il fallait justifier le fait de traiter pendant des siècles des êtres humains comme du bétail. Et l'une des justifications majeures, c'est que les Noirs avaient toujours été des sauvages et des barbares et n'avaient joué aucun rôle dans l'histoire de l'humanité. Donc on va commencer par le début en rappelant le rôle que l'Afrique et que les Noirs ont joué dans l'histoire. Je vous retrouve donc dimanche prochain à 18 h. Ndoko kalango ala moine yemo la bang nte de mukunta kinte moro la tinke. Écoute, petit frère Criquet, va au village de Djoufouré et dis à Omoro et à ma mère Binta et à ma grand-mère Nioboto. Dis à mes parents qu'on m'a fait traverser un grand fleuve sans rivage jusqu'à la terre de l'homme blanc. Dis que je vois dans ce pays des femmes et des hommes de toutes les tribus, des Hansa, des Fulani, des Wolofs. Ils ont tous oublié Allah. Dis-leur bien que jamais je ne serai comme eux. Je vais m'échapper de cette maison. Je dois le faire parce que je suis un guerrier, un vrai Mandika. Dis à mes parents que je vis et que jamais je ne les oublierai. Et dis-leur aussi de ne pas m'oublier. Tu as compris, petit frère ?